sommes en compagnie de deux auteurs de livres à succès. Tout d'abord, un commandant de bord, Monsieur Grelet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez retracer votre carrière pour les auditeurs de Radio Ici Maintenant ? Elle a commencé en 1952 quand j'étais élève pilote aux États-Unis, formé par l'US Air Force pour le compte de l'armée de l'air française, et elle s'est terminée en 1990 quand j'ai quitté la compagnie Air France après avoir été pendant 20 ans commandant de bord. Et vous avez donc écrit un livre intitulé « Documents interdits, ce que savent les états-majors ». En effet. Et donc on parle là de levée progressive du secret, ce qui nous amène évidemment à Gilda Bordet. Bonjour Gilda Bordet. Bonjour. Vous avez écrit un livre, je le disais, intitulé « La levée progressive du secret », édité aux éditions JMG. Vous, on vous connaît plus pour les livres que vous avez commis sur Roswell. Vous êtes considéré comme le spécialiste de Roswell. Pour la France, oui, je pense qu'on peut le dire. Par rapport aux auteurs américains, je suis derrière eux. Enfin, je connais bien leur travail et j'ai correspondu avec eux. Et donc, j'ai écrit 2 livres sur Roswell. Et puis, un premier en 1995, c'était la grande année, la fameuse année où il y a eu le scandale de l'autopsie, mais il n'y a pas eu que ça, heureusement. Et puis, je l'ai refait augmenter et mis à jour, beaucoup plus complet l'année dernière, en 2004. Mais autrement, j'avais fait 2 autres livres. Le premier en 94 et un autre en 97. Jean-Gabriel Grelet. Aux États-Unis, la plupart des documents dont on parle ont commencé à être disponibles pour les premiers en 69, au moment de la parution du rapport Condon, qui était un rapport apparemment entièrement négatif, mais qui avait dans ses annexes un certain nombre d'informations, un certain nombre de documents absolument passionnants, dont l'un d'entre eux qui affirmait que les objets volants non identifiés étaient réels, et ce document livrait aussi ses performances sous la signature d'un général qui devait devenir chef d'état-major 2 ans plus tard. Ensuite, nous avons eu un certain nombre de déclassifications de documents qui se sont produites à la suite du vote d'une loi particulière aux États-Unis, le Freedom of Information Act, vote qui est intervenu sous la présidence de Gerald Ford. Oui, et alors ce qu'on peut peut-être ajouter, pour les gens qui ne connaissent pas bien l'histoire, c'est que ces documents ont été obtenus au cours des années 70 et 80 et que ça continue d'ailleurs, et qu'il y en a maintenant, il y a des dizaines de milliers de pages pratiquement de documents qui sont disponibles et qui révèlent peu à peu donc toute l'étendue d'une politique du secret et toute l'importance de cette affaire des ovnis. Et pourtant, quand on lit toutes ces revues, quand on lit tous ces livres, quand on va sur Internet, que ces documents mis à disposition du public sont la plupart du temps expurgés des informations les plus intéressantes. Non, je ne pense pas que ceux dont on dispose aient été véritablement expurgés. D'abord, ce sont des documents qui sont gérés pour partie par la FBI. Un ensemble documentaire que nous avons eu l'un et l'autre d'ailleurs, comprend 1600 pages de documents tout à fait passionnants. Certains ont été expurgés, c'est vrai. Les plus lourdement expurgés l'ont été après des procès qui ont opposé une organisation américaine, le Citizens Against UFO Secrecy, les citoyens américains contre le secret concernant les ovnis. Bon, il y a eu des procès et la plupart des documents de très haut niveau d'habilitation n'ont pas été déclassifiés. Il y a néanmoins quelques exceptions, en particulier le premier document qui est présenté dans Documents interdits, qui était originellement un document top secret. Commandant Grelet, en fin de livre, il y a des photocopies. Alors je vois top secret. Comment vous êtes-vous procuré ? Eh bien, top secret est une classification qui est normalement momentanée. En France, elle est très longue. Elle dure en général 60 ans. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas du tout. Ces documents se trouvaient bien quelque part. Il y a eu des fuites alors ? Non, il n'y a pas eu de fuite. Ces documents étaient justement classifiés, gardés dans certains compartiments. Et puis, il a suffi que certains chercheurs demandent communication. Et c'est justement l'originalité de cette loi à laquelle j'ai fait allusion. C'est que maintenant,
c'est à la partie de l'administration qui souhaite refuser la divulgation du document de faire la preuve que ce document mettrait en danger, par exemple, des agents secrets, ce qui n'est évidemment pas le cas du document que vous venez de me présenter. Ce document fait état d'une vague de missiles en 1946 au-dessus de la Scandinavie. En plus, ces missiles sont pour la plupart attribués aux Russes. On voit mal comment cette divulgation mettrait en danger actuellement des représentants des services de renseignement. On voit l'acharnement dans les tribunaux pour que ces informations ne soient pas divulguées. Gilda Bourdet. Voilà, je pense que si vous mettez l'accent sur un point important, c'est que d'un côté, il y a cette politique du secret, on la sent très forte, et d'un autre côté, eh bien, on apprend des choses, il y a des documents qui sont divulgués. Donc il y a un paradoxe, si vous voulez. Et s'il n'y avait pas ces divulgations, nous ne serions pas là en train d'en parler, parce que nous ne saurions rien du tout. Donc il y a, moi c'est mon point de vue en tout cas, c'est que petit à petit, il y a eu des étapes successives des efforts pour divulguer petit à petit les choses, avec éventuellement des retours en arrière d'ailleurs à certains moments. Je pense que par exemple 1995, il y a eu un énorme coup de frein sur l'affaire de Roswell, il y avait des enquêtes remarquables qui avaient été faites les années précédentes et on a freiné. Mais d'une manière générale, on peut soutenir l'idée qu'il y a des efforts malgré tout pour divulguer. Même le rapport Condon que Jean-Gabriel Grélet citait tout à l'heure, eh bien, on y trouve cette lettre, comme vous voulez, du général Twining qui dit, mais oui, les ovnis sont réels, et ça date de septembre 1947. Donc, dès cette époque-là, on commence à divulguer. Un autre exemple tout à fait typique, c'est celui, mais alors c'est une initiative en principe privée, c'est celle de l'astronome Heineck qui avait été pendant 20 ans conseiller scientifique de l'armée de l'air. Et après le rapport Condon, avec sa conclusion théoriquement négative, il a pris la parole et il a écrit un premier livre dès 1972 pour dire « mais non, mais je ne suis pas d'accord, les ovnis existent ». Donc vous voyez qu'il y a des prises de parole aussi, mais d'un certain niveau quand même. De toute façon, les preuves sont tellement nombreuses qu'au bout d'un moment, si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle, on est obligé de se rendre compte qu'il y a quelque chose. Oui, il est maintenant totalement inutile d'essayer de prouver la matérialité de nombreux documents. Gildas Bourdet faisait allusion de milliers de pages. Oui, en effet, pour fixer les idées, environ 85 000 pages se sont trouvées déclassifiées en 1985. C'est une façon mnémotechnique. Et parmi ces pages déclassifiées, vous avez des détails nombreux sur des survols de bases nucléaires américaines en particulier. Non, savoir, et je pense que ça reste une question tout à fait ouverte, savoir de qui il s'agit, connaître les intentions de ceux qui sont encore maintenant détectés au radar, aperçus par des pilotes de ligne, décrits par des témoins parfaitement de bonne foi. Maintenant, je pense qu'il faut passer, au moins en France, à l'étape suivante, c'est-à-dire à se poser des questions sur les causes de ces visites. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, et en particulier en voyant le retournement de l'amiral Hillenkoetter, qui était officier dans un des groupements civils intéressés par le sujet des ovnis, qui était donc officier de NICAP, qui se préparait à communiquer un dossier au Congrès américain, qui allait être reçu par le conseiller scientifique du Congrès. Et puis là, d'un seul coup, les choses se gâtent. Le conseiller du Congrès meurt dans les 8 jours d'un cancer foudroyant. Et l'amiral Hillenkoetter donne sa démission au directeur de NICAP. Et là, on a véritablement, et on l'a à plusieurs reprises, je pense que Gildas l'a eu aussi, on a l'impression que, au moins pour les Américains qui étaient chargés d'évaluer la chose, au moins pour eux, ou pour certains d'entre eux, il y avait une véritable panique. Les choses apparaissent comme étant tellement horribles qu'il est hors de question d'en informer qui que ce soit. Et on a presque l'impression qu'il est hors de question de regarder la vérité en face. Gilda Bourdet. Oui. On peut ajouter que l'amiral Hillenkoetter, ce n'était pas n'importe qui, et c'était l'ancien directeur de la CIA. Absolument. Excusez du peu, il s'intéressait beaucoup aux ovnis, l'ancien directeur de la CIA.
Alors, je ne voudrais pas qu'on s'aventure trop loin sur la pente savonneuse de la conspirationnite aiguë. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu, dans les années 80, on a de bonnes raisons de soupçonner qu'il y a eu ce que le rapport du Cometa en France, qui est un excellent rapport, je le dis en passant, un groupe de spécialistes de la défense, des officiers supérieurs, généraux, de l'aviation, l'amiral, des ingénieurs généraux de l'armement, une assez jolie brochette d'experts d'un certain niveau, on va dire, qui ont fait un rapport tout à fait discrètement et qui l'ont publié sans coup férir en juillet 99. Trop discrètement pour certains. Hein. Ouais. Et, enfin, c'était encore trop brouillant pour d'autres, puisqu'il a été attaqué dans les 3 jours en France par exemple, le sociologue Pierre Lagrange. Je les connaissais pas, et j'ai pris leur défense, en fait, surtout en anglais, sur Internet anglais, où ils étaient attaqués aussitôt. C'est intéressant parce qu'on l'a vu là, des réactions très brutales, vous voyez. Quand un document, tout d'un coup, met les pieds dans le plat d'une façon un peu brutale, la réplique ne tarde pas. Je voudrais préciser aussi qu'il est ressorti depuis ce rapport Cometa. Oui, il est maintenant disponible en librairie aux éditions du Rocher. Et c'est un grand pas en avant pour tous ceux, on leur riait au nez, on leur disait non, ça n'existe pas, ça n'arrive pas. Ce livre est une caution officielle, en tout cas c'est un bon début de recherche. C'est pas officiel, mais pas loin. Oh, on n'en est pas loin, hein. C'est pas vraiment officiel. D'études nationales à la défense, c'est pas... Mais je voulais dire donc qu'ils ont forgé l'expression qui est tout à fait juste de désinformation amplifiante. Pour revenir à ce que nous disions, c'est qu'il faut faire très attention, c'est devenu très compliqué le sujet des ovnis parce qu'il y a eu des surenchères assez effrayantes. Donc, alors, vous me direz, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, c'est là qu'on pourrait peut-être discuter. C'est le général Letty qui raconte ça d'ailleurs dans l'introduction, qui était, à un certain niveau, il était général d'aviation, et il a eu l'idée de faire ce groupe, qui a eu l'appui au départ, au moins un appui officiel quand même, oui. C'est un sujet sur lequel peut-être il vaut mieux ne pas trop s'apesantir parce que finalement, je ne crois pas qu'il révèle grand-chose et qu'il apporte grand-chose au débat. Il est évident que si des officiers généraux en activité avaient rédigé le rapport Cometa et si le rapport Cometa avait été publié comme un rapport officiel, à ce moment-là, pratiquement, c'était instantanément les ruptures des relations diplomatiques entre les États-Unis et la France. Donc il était hors de question, alors que les États-Unis sont si réticents sur ce sujet, il était hors de question de les brusquer. Donc, effectivement, il y a un problème. C'est un rapport qui ne pouvait pas être officiel. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'il fallait dire. Voilà. Alors, avez-vous l'impression que les choses sont en train de changer? Je reviens sur le livre Révélation, je reviens sur 60 ans de désinformation, sur l'émission qui a lieu ce soir. Où en est-on actuellement? Alors, et est-ce qu'on est vraiment dans la levée progressive du secret? C'est une journée très spéciale ce soir parce qu'il va y avoir dans quelques heures aux États-Unis une grande émission de télévision, la chaîne ABC, sur toute l'étendue du territoire pendant 2 heures sur les ovnis, et c'est une émission dont on sait déjà qu'elle a été très très bien préparée et qu'elle veut présenter le sujet de manière sérieuse. Il y a déjà beaucoup d'informations sur Internet à ce sujet, on sait à peu près ce qui va se dire. Bon, ils ne cherchent pas à faire un scandale ou à faire des révélations fracassantes, mais ils veulent, c'est peut-être même la première fois que ça va être fait aux États-Unis à cette échelle-là, ils veulent aborder le sujet des ovnis de manière sérieuse et documentée. Tout à fait, c'est la première fois depuis 1966, c'est l'émission de Walter Cronkite qui était sur CBS qu'on va traiter le sujet sérieusement, et en 66 c'était plus du debunking qu'autre chose. En 66, oui, c'était une année très 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 chaude, il y avait beaucoup d'observations, et c'est à ce moment-là que d'ailleurs le futur président Ford a demandé une enquête au Congrès qui a donné lieu à l'étude du rapport Condon. Vous dites sérieusement tous les trois, mais c'était pas fait sérieusement avant? Non. Excusez-moi, mais... Il y avait une chose qui était faite très sérieusement, c'était la négation des ovnis massives aux États-Unis. Ça a été fait très sérieusement. Jean-Gabriel René. Oui, ce que j'aimerais finalement, c'est que nous cessions de spéculer, que nous donnions rendez-vous dans quelques temps, après avoir analysé complètement non seulement l'émission qui va se dérouler, mais aussi ses conséquences, ou le manque de conséquences de ces émissions. Il est
à mon sens, tout à fait improbable que cette émission révèle tout, ou représente un tournant brutal de la politique des États-Unis à ce sujet. Peut-être que la politique des médias va changer. La politique des médias, il n'y a jamais eu de politique des médias. Contrairement à ce qu'on aime faire croire, les médias, nul n'est sorti du rang. Essayons de regarder un petit peu au niveau mondial le problème que nous évoquons ce soir. Même au pire moment de la guerre froide, jamais les Russes n'ont utilisé ce sujet pour mettre les Américains en difficulté. Jamais personne n'a parlé. C'est une sorte d'omerta au niveau mondial qui concerne tous, et je répète, tous les gouvernements, sans aucune exception. Et ça, ce genre de consensus ne s'est jamais vu sur aucun autre sujet. Oui, il y a quand même des exemples. Moi, j'ai assisté à un exemple de présentation officielle cette fois. C'était en Italie, à la conférence annuelle de Saint-Marin. J'ai assisté à la conférence d'un colonel en uniforme d'aviation, flanqué de plusieurs jeunes officiers, qui a présenté d'une manière parfaitement officielle les études faites en Italie par la médaille italienne sur les observations d'OVNI. J'ai même sa photo, je l'ai pris en photo avec sa permission, j'ai sa photo dans mon livre OVNI, la levée progressive du secret. Alors il y a des moments où l'armée quand même parle ou essaye de parler, on pourrait s'arrêter quelques instants pour ceux qui ne connaissent pas le sujet sur la vague belge. Hein, il s'est passé des choses. Général de Brouwer. J'ai eu l'occasion de rencontrer effectivement le général de Brouwer. Il se trouve que je suis un tout petit peu, j'étais breveté, je crois, 3 ou 4 ans avant lui, à peu près dans les mêmes conditions. Et donc nous étions tous les deux anciens pilotes de chasse. Et il a été extrêmement détendu. En quelques mots, on rappelle la vague belge ? Oui, eh bien, la Belgique, la date exacte du début, je ne l'ai pas en tête. 89. Oui, mais en fait, ça a commencé par une invasion de triangles volants extrêmement lents, extrêmement silencieux, qui sont apparus au point triple entre l'Allemagne, la Belgique et la Hollande, à peu de choses près. Ces triangles ont été suivis par plusieurs patrouilles de gendarmerie jusqu'au barrage de la Gilep, où d'ailleurs je me suis rendu. C'était vraiment ma première, après ma retraite, le premier endroit où je me suis rendu pour parler un petit peu avec les protagonistes. C'est un endroit extrêmement impressionnant. Une chose est certaine, c'est que ces objets, ces engins volants n'appartenaient à aucune technique connue et qu'ils ont continué à être observés en Belgique pendant plusieurs années. Et le général de Brouwer m'a dit la chose suivante qui paraît tout à fait inconcevable. On m'a conseillé, on m'a même poussé à étudier en détail ce phénomène, mais on m'a refusé même un planton supplémentaire. Aucun moyen en personnel et aucun moyen particulier. L'envie de l'échec. Non, pas nécessairement. D'ailleurs, le général de Brouwer a tourné la chose de façon extrêmement à droite. Il a cherché, parce qu'il ne connaissait rien du tout au sujet, la plus ancienne organisation d'études des objets volants non identifiés en Belgique. Il s'est trouvé que c'était la SOBEPS. Il ne la connaissait absolument pas. Et il a réussi très rapidement à obtenir de la gendarmerie royale de déclassifier toutes les observations d'OVNI en Belgique et de le faire que la SOBEPS soit ampliataire. Alors pour cette vague belge, et si on en parle encore et autant, c'est qu'il y a des témoignages de la police, de la gendarmerie, il y a des témoignages de la population, voilà, des milliers de personnes et des pilotes de chasse. Et c'est ça le point le plus important, et c'est pour ça que vous... Alors le général de Brouwer m'a affirmé ce que naturellement je savais déjà, qu'il ne pouvait en aucune manière s'agir d'avions furtifs, parce que les 10 avions furtifs sont extrêmement bruyants déjà. Ils sont incapables de faire du vol stationnaire. Et le général de Brouwer m'a confirmé avoir mesuré, en ayant étudié des systèmes d'armes qui avaient gardé la trace d'une rencontre entre des avions de chasse belges et de ces engins, des engins pratiquement immobiles, capables d'accélérer avec des accélérations absolument phénoménales, et en aucune manière il ne pouvait s'agir ni de ballons, ni de toutes les inventions qui ont été présentées à cette époque. Gilles Labordé, votre opinion sur cette vague belge ? Eh bien, je crois qu'on a là un exemple de
monstration, comme disent les philosophes modernes. C'est-à-dire, les ovnis, on dirait qu'ils ont un programme d'exhibition, de monstration. Voilà, ils ont choisi même un pays. Ça a beaucoup troublé certains. Je pense à l'ingénieur français Jean-Jacques Velasco qui a mis en doute cette vague parce qu'ils n'avaient pas passé la frontière. Alors ça, c'est un petit peu court, comme ça montre quand même, à mon avis, sans vouloir être méchant, un manque de compréhension globale quand même. Hein. Parce qu'il y a des phénomènes d'apparition qui semblent programmés. Je vous signale que cette vague belge n'est pas toute seule, qu'elle était précédée par une vague tout à fait analogue dans le nord-est des États-Unis, la vallée de l'Hudson, qui était très importante, et qui a été d'ailleurs passée complètement sous silence par la presse américaine. Mais on le sait parce qu'il y a eu des enquêtes précises, dont une a été initiée par l'ancien astronome Hynek, dont nous parlions tout à l'heure. Vous voyez, donc ça a intéressé des gens très au courant. Et il y a eu ensuite une vague analogue en Grande-Bretagne, dans les années 92-93. Donc on a l'impression d'une programmation. Et en France, il y a eu aussi une drôle d'opération qui s'est passée le 5 novembre 90, avec une multitude d'observations en très peu de temps. Ça a été, entre guillemets, expliqué par une rentrée atmosphérique, mais en réalité, on voit très bien, quand on examine les faits, que ça ne suffisait pas. D'ailleurs, Jean-Gabriel Grélet lui-même a une observation, peut-être qu'il pourrait nous la raconter. Avant ça, j'aimerais dire qu'il y avait peut-être une raison, c'est que la Belgique est un des rares pays dans lequel toutes les autoroutes sont éclairées en permanence. Tout à fait. Et donc, puisqu'il s'agissait d'être vu, il était beaucoup plus facile d'être vu au-dessus d'une autoroute belge qu'au-dessus d'une autoroute française qui était dans l'obscurité toute la nuit. Autre point qui, à mon avis, est très intéressant en ce qui concerne cette vague très rapide en France, l'explication de Jean-Jacques Velasco existait déjà dans le rapport Condon. Je lui ai montré la page, je lui ai dit: vous ne vous êtes pas beaucoup fatigué, vous avez repris pratiquement mot pour mot une explication complètement bidon qui apparaissait déjà dans le rapport Condon. Il a eu quand même la gentillesse de rougir. En ce qui concerne ma propre observation, eh bien oui, j'ai été témoin avec mes élèves, je suis professeur d'aïkido à mes moments perdus, et nous attendions la clé du dojo et nous avons vu passer devant nous une énorme silhouette bien éclairée qui passait à très faible vitesse dans un silence impressionnant, et nous l'avons vu rentrer dans un petit nuage, ce qui m'a permis de calculer très facilement, dans la mesure où le nuage était un nuage bas, stratocumulus. Ça m'a permis d'abord de faire la connaissance de Perrin de Brichambaut, Christian Perrin de Brichambaut, qui était numéro 2 de la météorologie nationale à cette époque, et très intéressé par le sujet. Et ça m'a permis donc de calculer que ce que nous avons vu passer devait faire environ 200 à 300 mètres de long et se déplacer au-dessus du sol, à peu près à 250 mètres d'altitude. Des vagues assez semblables dans différents pays. On pourrait ne pas parler de vagues différentes, mais de vagues placées dans un espace-temps différent, ce qui est un autre sujet, mais on peut parler d'une vague unique dans un temps que nous ne sommes pas à même de considérer. C'est un autre sujet, mais qui est débattu. On n'en débattra pas aujourd'hui, mais c'est une autre idée qui est débattue actuellement dans le monde ufologique. Messieurs, nous allons faire une respiration musicale, on se retrouvera juste après. Nous sommes avec le commandant Jean-Gabriel Grélet et Gildas Bourdet. Gildas Bourdet, nous allons maintenant nous arrêter quelques instants sur votre spécialité, entre guillemets, c'est l'affaire Roswell. Essayons de comprendre ensemble pourquoi est-ce qu'elle passionne toujours autant. Oui, eh bien, cette histoire est exceptionnelle parce que elle a fait l'objet d'une énorme controverse qui dure maintenant depuis la fin des années 70. Et des témoignages nouveaux sont apparus, si bien que l'armée de l'air américaine a fait des efforts considérables pour étouffer cette affaire, mais n'y est pas parvenue. Donc je vais vous la résumer très court. Oui. En 1947 a eu lieu la première vague ce qu'on appelle les soucoupes volantes à l'époque, principalement aux États-Unis. Dans l'ouest des États-Unis, beaucoup de gens voient des ovnis en forme de soucoupe ou proches. Et au bout de quelques jours a lieu un événement tout à fait remarquable, c'est que la base des bombardiers nucléaires, la seule au monde à l'époque, à Roswell, Nouveau-Mexique, fait un communiqué de presse disant « Nous avons trouvé
un de ces flying discs, ces disques volants écrasés. Mais cette nouvelle extraordinaire qui fait le tour du monde tout de suite est démentie le soir même par le général commandant de la région aérienne, le général Ramey, qui dit ils se sont trompés, les officiers de Roswell, j'ai fait venir les débris et je vous les présente, il les a présentés à la presse. C'était des débris lamentables de ballons météo avec une cible radar qui était étalée sur le sol. C'est le vrai début de Roswell, ça, je veux dire, c'est le fait d'intervenir juste après pour dire que ce n'est pas vrai. Phase 1 de l'histoire. L'affaire est enterrée immédiatement, ça a fait les gros titres dans la presse du lendemain. Même le New York Times, ça a été le gros titre du New York Times du 9 juillet. L'affaire est enterrée. Pendant 30 ans, on n'en parle plus. Les ufologues ne veulent plus entendre parler de ça non plus. D'autant plus qu'il y a eu un livre à scandale qui a prétendu dévoiler plein d'ovnis écrasés au début des années 50, qui a été démasqué. Donc les ufologues sérieux ne veulent plus entendre parler de ça. Et puis, presque par hasard, l'affaire refait surface en 1978, quand Stanton Friedman, un des ufologues américains, rencontre presque par hasard l'ancien officier qui avait ramassé des débris toute la journée, Major Marcel, alors à la retraite en Louisiane. Et l'affaire redémarre. Ça a mis des mois, des années d'ailleurs, et puis des livres sont apparus. L'un des meilleurs enquêteurs, c'est un ancien capitaine de renseignement de l'armée américaine, le capitaine Kevin Randall. Et ils ont écrit des livres qui ont présenté de plus en plus de témoins. Il y a eu des dizaines et des dizaines de témoins convergents pour raconter l'histoire d'un crash d'OVNI. Alors, sur cette affaire, j'ai une petite démonstration que j'aime bien faire, c'est les fameuses cibles radars qui étaient censées avoir ébloui les officiers de l'armée de l'air américaine, des spécialistes des bombardiers atomiques, s'il vous plaît. Eh bien, elle est montée sur des baguettes de balsa de 8 mm de section, et je vous montre et je vous fais entendre au micro comment ça casse. Voilà, ça casse comme rien du tout. Voilà, c'est ça les matériaux soi-disant extraterrestres qui avaient dû tromper les officiers de l'armée de l'air américaine. Donc, je termine très brièvement l'histoire. Ces livres qui sont parus surtout au début des années 90 ont commencé à remuer beaucoup l'opinion. Un député américain, Stephen Schiff du Nouveau-Mexique, a demandé une enquête au Congrès qui a eu lieu, mais cette enquête du GAO, General Accounting Office, qui est parue en 95, a été occultée. Elle concluait, cette enquête, que la question de la nature du crash de Roswell restait ouverte, que le débat continuait, mais ça a été complètement passé sous silence parce qu'il y a eu le scandale de l'autopsie à ce moment-là, en 95. Comment se fait-il que des témoins aient gardé le silence pendant 30 ans? Ils n'ont pas gardé. Il y a aussi cette précipitation, Gildas Bourdet. Cette précipitation a étouffé l'affaire dans les heures qui ont suivi. Oui. C'est un peu louche, non? Mais c'est plus que louche. Ouais. C'est même très très louche. Alors, à l'époque, l'armée américaine, et en particulier l'armée de l'air, et les bombardiers atomiques, c'est ceux qui avaient lâché les bombes sur le Japon, c'était vraiment les sauveurs de la patrie. Quand ils avaient parlé, c'était fini. Donc le général Ramey a enterré l'affaire pour 30 ans. Jean-Gabriel René. Oui, je peux vous confirmer cet enterrement de première classe, parce qu'il se trouve qu'à Air France, nous avions un certain nombre d'heures de vol, d'entraînement sur Boeing 747 qui allait avec notre achat des 747. Et curieusement, nos entraînements avaient lieu à Roswell. Et oui, c'est comme ça. À quelle époque? Oh bien, dans les années 60, dès le début de la mise en service du 747. Et nous n'avons jamais entendu parler de quoi que ce soit à Roswell, ni sur la base, ni en ville, à cette époque-là. Alors justement, l'un des enquêteurs sur Roswell qui était très 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 attaquant pendant une première période, qui était un pilote, Ken Jeffrey, pilote de ligne comme Jean-Gabriel, il avait même lancé une pétition de Roswell qui a recueilli 20 000 signatures, et c'était vraiment, il était un peu un fer de lance dans cette affaire de Roswell. Or, il a complètement, j'allais dire, retourné sa veste brutalement en 1995. Il est devenu anti-Roswell. Et alors, il a publié toute une enquête. Et notamment, il a raconté qu'il avait rencontré des anciens pilotes de la base de Roswell et qu'il ne se rappelait de rien du tout. Alors déjà, c'est pas normal parce qu'il y avait eu des articles dans la presse, dans toute la presse, les gros titres du 9 juillet. Et donc, c'était absurde qu'ils disent qu'il ne se rappelait de rien du tout.
Et encore, il y avait un petit détail, il y en avait un qui se rappelait d'un petit détail, le bruit a couru qu'il y avait des débris, mais qui remplissaient à peine une brouette. Alors ici, je précise, c'est que c'est très drôle comme détail, parce que à l'époque, en 94 et 95, l'armée de l'air a embrayé sur une autre explication, qui était celle d'un énorme train de ballon baptisé Mogul. Alors, ce train de ballon, il ne pouvait pas tenir dans une brouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les pilotes de Roswell, si ça avait été ça, on leur a aussi caché cette histoire-là. Ils sont vraiment incompétents, tous ces gens-là. C'est terrible. Hein. C'est incroyable. Mais ces débris dont vous parlez, où ont-ils été dissimulés? Pourquoi ont-ils été dissimulés? Alors, il y a un certain nombre de témoignages. Par exemple, l'ancien pilote, il y en a quand même eu qui ont témoigné, le capitaine Anderson, qui a raconté qu'il a été pilote d'un des C4, des C-54, qui ont transporté des débris à la base de l'Ohio, à la base technique de Wright-Patterson. Il y a eu aussi des acheminements vers d'autres lieux, dont probablement Kirtland au Nouveau-Mexique et Los Alamos, par exemple. Jean-Gabriel Grélet, une réaction sur Roswell? Alors, eh bien, il se trouve que j'ai tout à fait étudié moi aussi cette affaire, ayant lu d'abord les livres de Kevin Randle, ayant été persuadé, ayant discuté avec certains de mes amis qui sont dans la police, ayant discuté des affidavits. Il se trouve que j'ai aussi des amis qui sont hommes de loi aux États-Unis, et qui m'ont dit, avec les 33 affidavits dont on dispose, il y a de quoi faire condamner à mort ou au contraire innocenter toute une brochette de suspects, et il n'y a vraiment pas besoin d'autre chose. D'autre part, ce qui est tout à fait intéressant, et ce qu'il faut répéter, c'est que l'enquête du GAO, du General Accounting Office, a révélé une destruction massive d'archives, des archives concernant la base de Roswell. Toutes les archives des messages ayant quitté la base de Roswell, et attendez, ils ont détruit large, si j'ose dire, étant donné que la destruction commence en 1944 pour se terminer en 49 ou quelque chose comme ça, pour quelque chose qui est réputé s'être produit en 1947. Je crois même que certains animateurs radio ont eu des petits soucis aux alentours de Roswell. Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Ils en ont témoigné par la suite, et une partie des affidavits, ce sont eux qui les ont signés. Donc de ce côté-là, nous sommes tout à fait d'accord, nous nous sommes mis d'accord. Bon, sur des points de détail, nous pouvons avoir quelques sensibilités différentes. Par contre, ce qui est très important de savoir, c'est que contrairement à ce que les Américains ont vaguement laissé entendre, ils ont certainement initialement essayé de faire du reverse engineering et d'essayer de comprendre comment ce qu'ils avaient récupéré marchait, et ils n'y sont pas arrivés. Dans ce livre Documents interdits, il est très facile de retrouver la panique de l'état-major posant des questions extrêmement précises à ses agents de renseignement pour obtenir des informations sur un engin qui ressemble bel et bien à ce qui a été récupéré à Roswell, d'après la plupart des témoignages, c'est-à-dire non pas une soucoupe, mais quelque chose qui ressemblait vaguement à un Concorde, si l'on veut, enfin un triangle. Nous allons justement mettre à contribution, laisser Roswell de côté pour l'instant, parce que cela nécessiterait, on l'a déjà fait sur notre antenne, Gilad Bourdet, plusieurs émissions. On va mettre justement à notre service votre passé de commandant de bord, et vous poser la question que tout le monde se pose, tous ceux qui ne vous ont pas entendu, quand on est pilote, est-ce qu'on voit souvent, et est-ce qu'on déclare ce qu'on a vu auprès des autorités? Alors, premièrement, on ne voit pas très souvent. Je ne suis pas en mesure de vous dire quel pourcentage de mes collègues ont vu quelque chose. Il est certainement faible, et je crois avoir précisé une fois ou deux qu'il est d'autant plus faible que dans un avion de ligne, dans un contexte entièrement surveillé, beaucoup de mes collègues gardent toutes les lumières allumées en pleine nuit. Ce qui veut dire qu'on ne s'appuie pratiquement jamais ou très peu sur ce qu'on voit dehors pour éviter les collisions. Bien entendu, ce sont les radars au sol qui s'en occupent. Et si vous êtes si vous êtes rentré dans un cockpit d'avion en pleine nuit avec les lumières grandes ouvertes, vous ne voyez rigoureusement rien dehors. Quand on voit s'il y a un 38 tonnes nous fonce dessus quand même. Oui, s'il fonce dessus directement, mais si c'est quelque chose qui passe au loin... Si je peux me permettre, il y a un cas qui a été très étudié par l'un de vos collègues, Bob Durand, ancien pilote, et qui a été une quasi-collision
avec un Boeing de la Swissair, il y a quelques années. Et ils ont vu arriver une espèce de bolide blanc le pilote a raconté qu'il allait me rentrer la tête dans les étoiles et qu'il allait... On a eu un cas semblable à Air France et finalement on en a entendu parler parce que le pilote, un objet lumineux blanc s'est mis en formation avec l'avion légèrement devant à droite. Et puis à un moment, c'était assez informe, c'est une grosse sphère lumineuse sans plus. À quelle altitude volez-vous ? En général, eh bien écoutez, ça dépend. En début de croisière, quand on est très lourd. Non, mais quand vous êtes à vitesse... on vole en gros entre 10 500, 10 000 et 13 000 mètres. Mais il y a le pilotage automatique à ce moment-là. Et alors ? Pilotage automatique... Vous avez plus de temps pour regarder. C'est exact, mais nous avons aussi énormément de travail malgré le pilotage automatique. D'autant que moi, quand j'ai commencé dans ce métier, nous étions 4 à l'avant. J'ai même vu me trouver au cours d'un incident que nous avons eu en Amérique du Sud, nous étions les 2 pilotes, plus un mécanicien navigant, plus encore un radio, parce que la radio passait très mal. Et maintenant, ce sont 2 pilotes qui font tout ce travail seuls. Et les avions n'ont pas diminué en complexité. Ils sont encore beaucoup plus complexes qu'ils n'étaient il y a 30 ans. Alors, compte tenu des rapports... on sait que maintenant il y a des fiches préparées pour les pilotes pour toute observation anormale pendant le vol. C'est très récent et je ne suis pas très sûr qu'elle soit largement utilisée par mes collègues. Nous avons de toute façon un devoir de réserve et le gros problème, c'est que tout rapport d'un commandant de bord est copié en plusieurs exemplaires et circule dans les différents services d'Air France. Oui. Il est certain qu'un rapport concernant ce type de rencontre, s'il passait par la voie normale, serait immédiatement connu des journaux, qui pour certains sont des torchons, je n'ai pas peur de le dire, et qui déforment complètement et se moquent, surtout en France. Il suffirait qu'on apprenne que des pilotes d'Air France voient des choses dans le ciel pour qu'immédiatement la concurrence essaye d'en tirer parti. Autrement Ce qui n'empêche, j'ai déjà interviewé des pilotes qui eux-mêmes allaient le soir même prendre leur service et qui osaient témoigner. Bien sûr. On ose quand même témoigner, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se passe pas en général par la voie habituelle. Ce n'est pas commun, mais cela arrive. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est là où je voulais vous amener tout à l'heure justement. Est-ce qu'on en parle à ses collègues ? Est-ce qu'on en parle à ses supérieurs ? Est-ce que des supérieurs sont plus ouverts que d'autres ? Le problème n'est pas là. Il est d'abord indispensable qu'on fasse un rapport. Simplement, le rapport ne va pas suivre les voies habituelles et en général va être uniquement destiné au chef de secteur, par exemple. Ensuite de ça, il est hors de question qu'on en parle en dehors de la compagnie Air France, même à qui que ce soit. Ça, c'est hors de question. Nous avons un devoir de réserve. Double, d'abord parce que nous sommes tous assermentés et nous sommes tenus à garder le secret concernant les télécommunications. Or, ce genre de rencontre entraîne presque toujours des échanges de messages. Or, nous sommes absolument tenus, assermentés et tenus à garder un secret absolu sur les télécommunications. Est-ce que vous êtes alerté par les militaires lorsqu'il y a des essais à proximité de vos vols ? Et si oui, largement avant ou pendant ? Je devrais dire, en général, on doit l'être, on ne l'est pas toujours. Un jour, je me souviens avoir été en descente au-dessus de la Hollande et la route m'a été coupée par un fantôme tout à fait terrestre, j'imagine. Mais enfin, il est quand même passé à 50 mètres devant ma caravelle. C'est pas très agréable. Une autre fois, nous sommes arrivés dans un ensemble d'avions ravitailleurs et d'avions de transport américains qui nous coupaient la route au-dessus de l'Espagne. Personne ne nous avait prévenu, donc il arrive qu'il y a des loupés dans ce domaine. Hein. À 10 500 mètres, commandant Grélé, quelle est l'acuité visuelle d'un pilote ? Elle est la même qu'au sol, elle est d'environ 1 minute d'arc. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas tout à fait au volant d'une voiture. Non, si vous voulez, le ciel est beaucoup plus dégagé. On est pratiquement au-dessus de tout nuage. Oui. Non, les conditions de visibilité sont en général bien meilleures qu'elles le sont au niveau du sol. Hein. Pas de sensations bizarres, même à 10 500 mètres ?
Ah non, pas du tout. Non, On pourrait penser à des hallucinations visuelles, par exemple. Non, si on était sensible à des hallucinations visuelles, il y a longtemps qu'on dirait plus de pilotes à bord des avions, on mettra des robots, mais non, ça va. À l'intérieur du cockpit du 747, avez-vous des radars qui vous permettent de détecter s'il y a des vols, des avions, des engins qui... En général, on compte beaucoup plus sur les radars au sol qui nous protègent contre tout risque de collision. Et nous avons simplement comme radar autonome des radars météo. Alors ces radars météo peuvent détecter d'autres avions, mais c'est pas leur fonction première. Leur fonction première, c'est de nous permettre d'éviter les cellules orageuses les plus denses et d'éviter d'abîmer nos avions. Parce que dans un orage tropical, ça peut se faire, même avec un gros avion. Et ce devoir de réserve dont vous parlez, il vous est demandé d'être respecté par la compagnie qui vous emploie? Ou c'est, je dirais, quelque chose qui est paru au journal officiel? Est-ce que c'est une obligation? Non, pas seulement. Quand je vous ai dit que vous n'êtes pas militaire, vous êtes un civil. Nous étions tous tenus. J'ai prêté serment devant le directeur des télécommunications, ou tout au moins un ingénieur s'occupant des télécommunications, avant de recevoir mon brevet de radiotéléphoniste. Et toute personne utilisant une station mobile ou fixe de radiotéléphonie est tenue au secret. Il y a d'abord, je pense, le respect de la vie privée et le fait que quelqu'un qui est amené à travailler dans les télécommunications ne doit pas intervenir et ne doit surtout pas risquer de compromettre les messages qu'il transmet. Il y a un livre que vous avez traduit, Gilda Bourdet, un livre de Dr Roger Lair sur Varginha. Oui, écoutez, je peux en dire quelques mots. C'est une affaire tout à fait intéressante et c'est un crash supposé d'OVNI, un autre, qui se serait produit en janvier 1996 au Brésil, près de la petite ville Varginha, enfin pas si petite que ça, 120 000 habitants, dans une région, disons, assez agricole, industrielle, active. Et c'est très curieux parce que un ovni se serait écrasé pratiquement à proximité d'une ville et on aurait retrouvé des êtres non humains quasiment dans cette ville, d'abord dans un terrain vague. C'était 3 jeunes filles qui traversaient le terrain. Elles ont été horrifiées par ce qu'elles ont vu, elles ont cru voir le diable, leurs parents sont allés voir, et puis il y a eu tout un faisceau d'événements qui se sont produits très rapidement avec beaucoup de témoins qui ont pu être recueillis très vite. C'est pour ça que c'est un cas tout à fait intéressant, avec des équipes d'enquêteurs séparées et convergentes. Donc ça aussi c'est un facteur intéressant, c'est la concurrence entre plusieurs équipes qui trouvent la même chose. Hein. Il y avait Ubira Shara à Varginha, et puis il y avait un autre enquêteur dans une ville proche où il y avait une base militaire, et il a appris par des amis, et il a recueilli le témoignage de jeunes militaires qui ont dit qu'ils avaient véhiculé les cadavres d'un être non humain vers une autre base militaire. Enfin, ça fait un ensemble de témoignages tout à fait remarquables, et ça continue. Donc mon ami le docteur Lair, qui connaît bien le Brésil et qui a fait plusieurs conférences là-bas sur un autre sujet dont on pourrait parler, mais ça nous emmènerait très très loin. C'est les histoires d'un plan supposé extraterrestre. Il a fait toute une série d'opérations avec d'autres chirurgiens. Et il s'intéresse beaucoup il s'est intéressé beaucoup à ce qui se passe au Brésil, et notamment à Varginha. Donc il a pu enquêter avec ses amis brésiliens, et ça a donné un petit livre qui est tout à fait intéressant, qui est maintenant traduit en français. Paru au Mercure Dauphinois. Au Mercure Dauphinois, voilà. Et donc j'en suis le traducteur. Je l'ai traduit au fur et à mesure qu'il l'écrivait. Tout ça pour mettre en avant qu'il se passe encore des choses et qu'on n'est pas obligé de remonter à 30 et 40 ans en arrière pour avoir différents sujets. Jean-Gabriel Grelet. Oui, absolument. Il faut noter que le genre de cas qui entraîne le plus facilement l'adhésion, ce sont les cas qu'on appelle des cas radar visuels. C'est-à-dire tous les cas où une observation visuelle a été confirmée par une ou plusieurs observations effectuées par des radars. Or, ces cas, nous en avons des centaines, en particulier en France, grâce à un monsieur qui s'appelle Weinstein et qui collectionne les cas aéronautiques en particulier. Et c'est peut-être finalement, s'il s'agissait d'entraîner l'adhésion et de convaincre, peut-être ce genre de cas seraient les plus intéressants.
Vous aviez l'intention de me poser une question ou de nous poser une question sur les cas que nous considérions les plus intéressants. Tout à fait. Mais Jean-Claude a quelque chose à vous demander, je crois, d'abord. Écoutez, tous les deux, devant tant de preuves accumulées, qui ne trompent plus personne, il y a des preuves. Eh bien, écoutez, il y a encore un sacré mur de scepticisme l'on essaye de grignoter, mais il est très très lourd et très épais, ce mur. Mais c'est normal. Ils sont dangereux, Gildas, ils sont dangereux. Eh ben voilà, alors, il y a, d'abord, c'est très difficile pour beaucoup de gens d'accepter que nous ne soyons, non seulement que nous ne soyons pas seuls, mais que nous ayons des visiteurs, et peut-être certains depuis longtemps. Et c'est inquiétant, ça fait très peur. Et effectivement, il y a peut-être certains aspects qui sont un peu inquiétants. Comme l'histoire d'enlèvement, par exemple, j'y faisais juste allusion, ou d'autres aspects. Donc, des aspects de sécurité. Bon, c'est quand même très ennuyeux, disons, que nous soyons épiés, manipulés peut-être même par des êtres venus d'ailleurs. Donc, rien que pour cette raison-là, moi, j'avoue que je suis venu à comprendre qu'on ait maintenu le secret pendant si longtemps. Commandant Grélé, vous écrivez « Par ailleurs, si le futur devait prouver sans le moindre doute possible que l'humanité est confrontée à des incursions venues de l'espace, ce fait nouveau ne manquerait pas de provoquer des changements conceptuels profonds, surtout chez les héritiers de l'humanisme moderne que nous sommes, et vous terminez cette préface, nous devrions nous y préparer. » Pourquoi le conditionnel ? Nous devrions nous y préparer, parce qu'il ne semble pas que nos contemporains, Gildas vient de le dire, il ne semble pas que nos contemporains aient tellement envie de se préparer. Il semble qu'ils aient envie de regarder ailleurs, d'éviter d'imaginer qu'ils pourraient être confrontés avec une ou plusieurs espèces intelligentes qui, elles, seraient vraiment intelligentes. Parce que... Oui, allez-y. Je voulais quand même le dire, c'est qu'il y a des aspects inquiétants, mais pas tous. Il n'y a pas que des aspects inquiétants. L'un des aspects qui sont peut-être les plus inquiétants, et celui-là on ne peut pas y faire grand-chose, c'est qu'on parle beaucoup de la recherche d'intelligence extraterrestre, et on ne se pose pas la question de savoir s'il existe une intelligence sur la Terre. A-t-on un élément quelque part qui nous indiquerait que les extraterrestres aient menacé l'humanité à une quelconque période? Écoutez, il y a une réponse très simple à faire, c'est que depuis le temps que l'on voit des soucoupes volantes, au moins depuis 60 ans, et les gens qui ont étudié l'histoire savent qu'il y en a depuis beaucoup plus longtemps que cela. S'ils avaient voulu nous exterminer, ça serait fait depuis longtemps, nous ne serions pas là en train d'en parler. Et ça rappelle la conclusion du rapport Cometa. Il est temps d'arrêter de rire et de sérieusement s'intéresser à ce qu'il se passe dans le ciel. On va donc continuer. C'est à Jean-Claude que je vais donner la parole, car nous allons parler pendant quelques minutes d'aïkido. Je connais rien dans l'aïkido, mais vous allez m'éclairer, commandant. Vous vous intéressez à la spiritualité. Comment nous voient les extraterrestres, nous, êtres humains, là, maintenant? Comment nous voient, et ça c'est très curieux parce que j'ai eu l'occasion de me poser précisément la question dans un livre, un de mes seconds livres qui s'appelait « Hypothèse extraterrestre ». J'ai essayé d'imaginer une forme d'intelligence qui serait très éloignée, disons, de l'intelligence de nos contemporains qui vivent dans une civilisation technique. Et j'ai imaginé de ressortir des extraits, des œuvres, des écrits de mystiques, aussi bien de mystiques orientaux que de mystiques occidentaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que avec les mystiques, on a pratiquement un exemple d'intelligence non humaine. Si on entend par humaine les humains que nous formons, le groupe humain que nous formons en ce moment. Le problème n'est même pas de poser du tout ou d'établir une comparaison, et en particulier une échelle de valeur. Le problème n'est pas là du tout. Il s'agit simplement de noter que nous avons dans l'humanité et dans l'histoire de l'humanité des exemples d'intelligence, de formes d'intelligence très différentes des nôtres. Et ça, c'est très intéressant. Non, mais ma question, pour l'affiner un peu plus, quand on voit ce qu'il se passe sur la Terre, les hommes qui se tapent sur la gueule depuis des années, qui continuent, qui vont toujours vers la surenchère, mais de quel regard nous voient-ils? Bien sûr, nous sommes tous conscients du caractère horrible de notre histoire humaine, et c'est ce détail qui me permettait de mettre des doutes sur notre intelligence collective.
D'ailleurs, faut-il les appeler des extraterrestres? Voilà, le problème c'est qu'on va déjà très vite. Monsieur disait tout à l'heure qu'on avance et qu'on recule. Eh bien, reculons un petit peu. C'est que nous n'avons absolument pas le droit de mettre l'étiquette extraterrestre. D'abord parce que nous ne savons pas ce que recouvrirait cette étiquette. Et que d'un autre côté, imaginez, on se lance, imaginez une race ou un certain nombre d'ethnies intelligentes venues d'ailleurs sont établies sur Terre et décident d'aider un petit peu l'évolution des bipèdes qui peuplent notre planète il y a environ 3 ou 4 millions d'années. Nous saurons le faire bientôt, mais eux s'amusent à quelques manipulations génétiques qui donnent pas un trop bon résultat la première fois, ça donne le Néandertal. Et puis ensuite, ma foi, ça donne l'Homo sapiens. Mais continuons à nous amuser, puisqu'en ce moment nous sommes en train de nous amuser. S'ils n'ont pas détruit l'Homo sapiens qu'ils ont fabriqué ou bidouillé génétiquement, alors qu'ils ont fait disparaître le Néandertal, c'est peut-être parce que nous avons, au moins potentiellement, des possibilités ou des qualités qui les intéressent. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Autant, je pense, nous devons nous montrer très critiques sur nous-mêmes et surtout sur nos actions collectives, pas sur toutes d'ailleurs, parce qu'on a quand même au moins un exemple d'action collective intelligente, c'est quand même la création de l'Europe. En tout cas, la décision d'arrêter de nous battre et de régler nos conflits autrement est une décision collective intelligente. Autant faut-il la mettre en pratique, ce qui n'est pas encore vraiment gagné. Certes, mais je ne veux pas faire de politique, mais on est tout de même dans la science-fiction ou dans la politique-fiction. Autrement dit, encore une fois, je pense que nous devrions être extrêmement lucides, aussi lucides que possible pour nous observer nous-mêmes, aussi lucides que possible pour éviter de répéter les erreurs, et tout le monde ici en est conscient, vous les avez notées, les erreurs que nous avons collectives et individuelles que nous avons commises. Autant peut-être il serait temps aussi d'explorer réellement nos capacités potentielles. Or, si j'enseigne l'aïkido, c'est parce que j'estime, et vous voyez que j'ai mis le temps pour répondre à votre question, si j'enseigne l'aïkido, c'est parce que je pense qu'effectivement, l'aïkido représente une alternative à la violence. Alors voilà la définition, et vous allez voir qu'on n'est pas si loin des ovnis, qu'on n'est pas très loin de la spiritualité, qu'on n'est pas très loin des étoiles, qu'on n'est pas très loin du ciel. Aïkido, voie défensive de combat à main nue, et voie de l'harmonie avec le système cosmique qui a été créé au Japon au cours des années 20 par Morihei Ueshiba, que nous appelons Osensei. Oui, avec absolument. le système cosmique. Alors c'est très simple. Là encore, ne nous gargarisons pas avec des grands mots. Pour Maître Ueshiba, il est vrai qu'un être réalisé se doit de participer au bon fonctionnement de l'univers. Mais ça n'impliquait pas du tout qu'ils doivent, comment dirais-je, refaire l'univers ou participer au mouvement des planètes. Chacun individuellement, si nous agissons harmonieusement et si nous agissons en harmonie avec ce qui nous entoure, et aussi avec ceux qui nous entourent, nous participons au bon fonctionnement de notre univers. Après tout, notre univers, c'est quoi? Notre univers, c'est ce que ces 1600 grammes de matière à l'intérieur de nos cerveaux est capable de fabriquer et de concevoir. C'est tout. L'univers, c'est ça. Alors il y en a qui conçoivent des univers tout petits, d'autres des univers plus grands. Mais en tout cas, je pense qu'en étant en harmonie avec ce qui nous entoure, ou ce qui semble nous entourer, en harmonie avec nous-mêmes, je pense qu'effectivement, nous contribuons au bon fonctionnement de notre univers. En pratiquant l'aïkido, faut-il penser à ne pas perdre? Faut-il penser à gagner? Faut-il penser tout simplement? Bien sûr, de toute façon, tous les grands mystiques vous diront qu'il est tout à fait hors de question de s'interdire ou d'arrêter de penser. On s'arrête de penser quand on dort, on s'arrête de penser quand on meurt. Pour le reste, on a une activité intellectuelle. Alors pour répondre à votre question, l'aïkido, le but de l'aïkido, c'est précisément de complètement dépasser tout concept de victoire ou de défaite. Et non pas d'essayer de transcender. Complètement dépasser le concept. Victoire et défaite sont de toute façon des produits de l'ignorance. Et ça, c'est n'importe quel
lecture d'un sutra bouddhique vous le dira. Pratiquer l'aïkido, qu'est-ce que ça modifie dans le comportement de l'être humain? Oh, je crois que ça modifie énormément de choses. D'abord, ça apprend, dans un premier temps, ça apprend à observer. Dans un second temps, ça apprend qu'il y a une alternative à la violence. Le but de l'aïkido, après quelques années de pratique, est de concilier les contraires, ce que représente le fait que quelqu'un essaye de le tuer, qu'il va essayer non pas de le tuer à son tour, mais de le protéger et d'annuler son attaque. L'aïkido n'est ni un moyen de défense ou d'attaque, et le mot art martial est une mauvaise traduction, c'est un contresens. L'idéogramme qui représente Bu ou Wu en chinois, c'est l'idéogramme chevalier. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec le dieu de la guerre, c'est l'idéogramme chevalier. Et l'idéogramme chevalier se décompose de la façon suivante, c'est celui qui arrête les lances. Autrement dit, depuis qu'on utilise cet idéogramme, c'est-à-dire au moins depuis la rédaction des œuvres de Lao Tse, du Tao Te Ching, on considère qu'un chevalier, c'est quelqu'un qui est capable de promouvoir la paix. On est très très loin des arts martiaux. Servir la paix. Oui, mais capable aussi de la promouvoir. Et ça vous rapporte aussi d'un des mudras du bouddhisme, le Bouddha imposant en quelque sorte la paix. Auriez-vous un livre à conseiller à tous ceux qui veulent se familiariser avec l'aïkido? Écoutez, vous me faites honte, oui. Réflexion sur l'aïkido, chez Guy et Daniel. Nous allons donc maintenant revenir sur cette vague d'OVNI. Messieurs, sur quoi travaillez-vous actuellement? Quels sont les sujets qui vous intéressent? Commençons par Gilles Dabordais. Oui, eh bien, actuellement, je suis en train de reprendre mon premier livre sur les OVNI, paru en 1994, qui s'intitulait « Enquête sur l'existence d'êtres célestes et cosmiques », qui a été épuisé depuis longtemps. Et je me suis dit que c'était dommage qu'il soit maintenant complètement oublié. Et en plus, je suis en train de revenir sur l'idée initiale que j'avais, qui était de faire un livre artistique aussi en même temps. C'est-à-dire que j'essaie de faire une version artistique de ce livre avec le panorama, si vous voulez, historique des visions célestes et jusqu'aux visions cosmiques d'aujourd'hui. Alors, c'est un petit programme. C'était chez Philippe Aki, il me semble. Hein. C'était chez Philippe Aki, oui. Je vais essayer de faire un livre, pratiquement un livre d'art. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Comme j'en avais déjà fait un avant, sur l'art moderne, je me lance. Mais alors, au-delà de ce travail, très long, mais partant sur des bases déjà construites, est-ce qu'il y a un sujet dans l'ufologie? Est-ce qu'il y a actuellement un dossier sur lequel vous travaillez plus précisément? J'ai travaillé un peu sur l'affaire de Virginia, par exemple. Je trouve que c'est un cas tout à fait remarquable. Et qu'il y a encore des choses à... Ah oui, il est encore en pleine activité, puisqu'on a publié l'été dernier, les Brésiliens ont publié un témoignage d'un médecin, le docteur Furtado, qui a essayé de tenter de sauver la vie d'un jeune policier qui avait été en contact avec l'un de ces êtres et qui est mort en moins d'un mois, complètement ravagé par des virus foudroyants. Et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc, c'est, si vous voulez, un ensemble de témoignages qui se construit, qui se confirme. C'est très intéressant. On peut dire que le Brésil est un pays ouvert à la recherche. Le Brésil est un pays extrêmement actif, oui, avec beaucoup d'événements, beaucoup d'observations. Jean-Gabriel Grélet, même question. Bien, simplement, je voudrais rajouter un petit point. En effet, au Brésil, les gens semblent très ouverts. Je connais quelques personnes qui viennent du nord-est du Brésil, du nord-est. Et à ma grande stupéfaction, le Chupacabra ne leur est pas du tout inconnu. Il va falloir expliquer quand même. Et ce suceur de chèvre, c'est-à-dire un être qui ne ressemble à rien de connu dans la zoologie terrestre, et qui aime beaucoup, qui saute sur place, qui ressemble véritablement à rien de connu, et qui adore vider les chèvres, et pas seulement les chèvres, il s'attaque à beaucoup plus gros bestiaux, et j'étais très très surpris de découvrir que ses amis, donc qui viennent du Brésil, étaient parfaitement au courant, et quand je leur ai montré les quelques dessins qui nous sont venus d'Amérique du Sud, ils ont été très surpris. On est dans le fortéanisme un petit peu, hein, on est dans... Oui, il y a aussi beaucoup d'observations d'OVNI dans le nord-est du Brésil qui ont été enquêtées par les militaires, et il y a un dossier qui maintenant est refait surface,
qui a été une enquête faite par un colonel qui s'est suicidé quelque temps après, le colonel Hollanda. C'est encore toute une histoire, ça. Et c'est un autre aspect inquiétant. Ce sont des ovnis qui ont poursuivi des pauvres paysans et pêcheurs qui, certains ont été brûlés. Des chasseurs aussi. C'est assez effrayant comme histoire. Jean-Gabriel Grelet ? Oui, je m'aperçois que je n'ai évidemment pas répondu à votre question, ça devient une habitude. Mon intérêt actuel est tout à fait dans la droite ligne de ce que nous avons fait et de ce qu'a fait aussi le rapport Cometa. Et je pense que maintenant, il est temps de se poser la question des autres. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Qu'attendent-ils de nous ? Et dans la mesure où ils semblent peu agir à notre égard, est-ce que ça voudrait dire que nous sommes en train de faire et finalement de suivre un programme qu'ils ont tracé ou qu'ils ont au moins approuvé, ou au contraire, que nous sommes hopeless et que nous avons définitivement tourné le dos à toute chose raisonnable. Je ne pense pas à la deuxième hypothèse. On peut dire que la recherche s'est quand même ouverte. À un certain moment, on était très proche des États-Unis ayant le maximum d'informations. Et là, des pays essayent vraiment de s'individualiser et de travailler chacun de leur côté. On essaye de mettre les choses en avant. À un moment, on avait l'impression qu'il y avait un blackout total sur l'information. Oui. Pour répondre à ce que vous disiez à l'instant, je voudrais citer d'autres régions du monde. La Chine, par exemple, s'intéresse énormément aux ovnis. Moi, j'ai 3 livres traduits en chinois. Le problème, c'est tout de même l'information pour que ça sorte du pays. On sait un mois après qu'il y a eu un accident dans une mine. Voilà. Mais il est absolument certain qu'il s'intéresse beaucoup à ces questions, pour n'en citer qu'un autre. C'est un phénomène complètement mondial. En Inde aussi, il y a des histoires en ce moment même. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec Jean Gabriel que la question vraiment intéressante maintenant à se poser, à discuter, bon, ça y est, on en a déjà, il y a beaucoup réfléchi, mais pas assez, c'est qui sont-ils, que veulent-ils ? Bon, moi je dirais juste une chose, c'est qu'ils sont multiples, c'est certainement très complexe. Une petite conclusion. Vous rappelez les livres du commandant Jean-Gabriel Grelet, Documents interdits, ce que savent les états-majors, c'est aux éditions d'Hervy. Alexandre de Gildas Bordet, moi j'en ai plusieurs, mais je les ai pas tous. Il y a La levée progressive du secret, effectivement, et Roswell, Enquête secrète des informations, et celui que vous êtes en train de réaliser. Celui-là, il est encore, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je n'ai même pas d'éditeur. Vous avez parlé de programmation tout à l'heure, c'est intéressant à relever. Avez-vous une idée, Gildas Bordet, et vous, commandant Grelet, de la date ? Les grandes révélations ? Tout. Oh là là là. Alors là, moi je me suis risqué à une hypothèse. Je me suis dit, c'était une émission de télévision en 96. Je me suis dit, il n'y en a pas pour plus de 2 ou 3 ans, alors je ne recommencerai plus. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Et donc les questions posées par les personnes qui sont venues à la librairie de l'Inconnu, attentifs et très silencieux pendant cette émission. Merci à eux. Première question. Bonjour Monsieur Grelet, bonjour Monsieur Bordet. Bonsoir. Vous avez dit qu'à l'heure actuelle, il y a un blackout d'informations sur les ovnis de la part des autorités politiques, militaires, de la presse, enfin de l'élite de notre monde. Et alors que l'humanité autrefois, à travers ses croyances mythologiques, à travers, etc., croyait, adhérer à l'idée que des dieux nous ont visités. Est-ce que nous aurions régressé quelque part à ce niveau-là ? Merci beaucoup. Voilà un jugement de valeur auquel il m'est très difficile de répondre. Il est certain que si vous faites allusion à notre croyance en une présence extérieure, en effet, nous avons régressé. Cette croyance est beaucoup moins répandue qu'elle ne l'a été. C'est tout à fait évident. C'est évident d'ailleurs à peu près dans le monde entier, c'est évident dans l'Europe médiévale, c'est évident aussi en islam, c'est probablement évident aussi en Inde. Maintenant, est-ce que c'est véritablement une régression ? J'en suis pas si sûr. Il était certainement nécessaire que l'humanité marche un petit peu debout sur ses 2 pieds, prenne ses responsabilités, quitte à se croire seul momentanément. Je pense qu'il y avait une grande nécessité, mais on retrouve un petit peu cette même idée dans le mythe de la transgression initiale. Dans pratiquement toutes les religions, il y a une transgression. Cette transgression est considérée comme un péché originel, mais il est à peu près évident aussi que si elle n'avait pas eu lieu, l'humanité n'aurait même pas accédé à la responsabilité.
Donc je pense qu'effectivement, nous sommes dans une période de transition. Et c'est vrai que nous croyons moins. Nous avons momentanément pris nos distances avec des guides ou des directeurs ou des juges qui étaient certainement beaucoup plus proches de l'humanité, disons au début de l'histoire indienne, mais il est probable aussi que cette prise de distance était nécessaire. Gilles Dabordé ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Gabriel. Et quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, effectivement, il y avait des relations et des contacts beaucoup plus proches, entre guillemets, dans les temps très anciens. On retrouve ça même dans les mythes primitifs. Tous les ethnologues ont observé cela. Chez les peuples les dits primitifs, dans leurs légendes très anciennes, il y avait la présence de visiteurs célestes, de dieux, et avec lesquels il y avait un bon contact. Et puis le contact a été rompu à un moment donné. Une nouvelle question ? Oui, bonsoir, Jean de Paris. Voilà, je voudrais savoir, concernant un éventuel protocole, quant à l'annonce éventuelle d'une venue extraterrestre, on a parlé du rapport Cometa, d'une émission ce soir sur ABC, aux États-Unis. Donc, je voudrais savoir si nos dirigeants sont au courant de ce qu'on vient de parler et s'ils ont un protocole, je ne sais pas, peut-être à l'ONU ou autre chose, pour faire cette annonce. Gilles Dabordé. Ah, alors écoutez, moi je ne suis pas dans les secrets des services gouvernementaux, mais mon impression est que ça n'est pas pour tout de suite. Je reviens au titre de mon livre, Levée progressive du secret. Je crois que ça va aller tout doucement, hein. Mais il y a des petites étapes. Là, ce soir, à la télévision américaine, il y a une petite étape, peut-être. Jean-Gabriel Grenet. Oui, il y a eu une étape qui a été allègrement franchie quand Madame Boutros-Boutros-Ghali et Madame Marie Galbraith ont fait en quelque sorte la tournée des popotes, la tournée des ufologues français et des services officiels aussi bien que des personnes qui individuellement étudiaient le sujet. D'autant que ces deux personnes étaient, je n'aime pas beaucoup le mot sponsorisé, mais elles l'étaient véritablement par Monsieur Lawrence Rockefeller. C'était pas rien. Et autrement dit, c'était une étape, et cette étape, elle a effectivement eu lieu. Donc c'était un pas. Oui, et ça a donné lieu, donc ça a produit un rapport qui a été diffusé à tous les dirigeants américains et d'autres pays, qui va être traduit en français bientôt. Une nouvelle question, histoire d'en entendre le plus possible, monsieur. Oui, bonjour. Je lis depuis longtemps vos livres, donc c'est toujours touchant de rencontrer d'un seul coup les personnes en chair et en os. Je voulais vous poser une question, quelque chose qui me frappe un petit peu, c'est la fréquence des observations chez certaines personnes et pas du tout chez d'autres. Que vous, par exemple, vous disiez qu'en tant que pilote, j'ai lu vos livres, vous avez eu plusieurs fois donc des rencontres, mais quand vous êtes, avant de rentrer dans une salle d'aïkido, sur le plancher des vaches, avec des amis, puis que d'un seul coup, vous voyez encore un ovni au-dessus de vous, est-ce que ça veut dire quand même, je dis ça parce que j'ai une expérience personnelle dans ma vie, une fois j'en ai vu 3 absolument énormes au-dessus de Paris, j'ai l'impression d'être le seul à les avoir vus. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il y a, sans penser qu'on est élu, qu'on est choisi, je ne rentre pas dans un truc aussi mystique que ça, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y aurait comme une sorte quand même de relation personnelle, de complicité ou de sensibilité particulière qui fait que quand même, dans un certain nombre de circonstances très différentes, la même personne voit des ovnis et que d'autres ne les voient jamais? Bien, je pense qu'effectivement, et je me dois d'essayer de répondre à votre question, j'aurais été comme vous m'auriez posé la question il y a 20 ans ou il y a 15 ans, j'aurais éclaté de rire en disant comment moi élu, non. Mais c'est pas une question, vous avez bien fait de préciser. Je pense d'abord qu'il y a des esprits qui sont plus préparés que d'autres à voir l'impossible ou à accepter l'impossible. Simplement parce que ce sont peut-être des personnes qui ont relativement peu de croyances ou de convictions définitives. Disons des personnes qui, en d'autres circonstances, auraient été probablement des pratiquants de l'art royal et qui, à notre époque, sont tout au moins des personnes qui ont l'esprit ouvert et n'ont véritablement pas de préjugés. Je pense que l'absence de préjugés fait énormément.
De là à imaginer que nous puissions être ciblés, je pense que c'est beaucoup plus général que ça, et je pense que votre hypothèse est la bonne. Il y a effectivement des gens qui, si on leur mettait un extraterrestre devant le nez, ils ne le verraient pas. Gilles Dabordé ? Oui, d'ailleurs, un Français a dit à peu près cela. On lui a posé la question, si vous voyez une soucoupe dans votre jardin, qu'est-ce que vous ferez ? Il a répondu, je tournerai la tête pour ne pas la voir. Mais je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a probablement des gens qui sont en effet réceptifs. Je pense qu'il y a peut-être des phénomènes d'ordre psychique là-dedans. Ça, j'y crois assez. Je me souviens d'un cas d'une jeune femme qui avait vu un ovni, c'était en Bretagne, et alors elle avait posé la question mentalement, mais pourquoi moi ? Et on lui avait répondu mentalement, mais parce qu'on vous a repéré. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a encore une question ? Oui, par rapport à ces puissances mondiales qui, eux, s'y intéressent, en parlant du problème de M. Rockefeller, j'ai noté la même chose de Paulo Coelho qui, après son livre sur la 5e montagne, a été invité au symposium de Davos. Je pense que les symposiums de Davos, c'est aussi des gens très puissants. Hein. Oui, que rajouter, sinon que, évidemment, les gens qui sont très puissants ou sont réputés l'être, ou les organismes qui comprennent beaucoup de spécialistes et qui ont d'énormes moyens, comme par exemple le CFR, le Council on Foreign Relations, il est certain que ces personnes-là ne peuvent pas se permettre d'ignorer le sujet. Et j'ai fait ressortir dans mon livre Documents interdits que David Rockefeller a été le directeur d'une commission qui avait une particularité, c'était très curieux. C'est une commission qui a été rassemblée par le général Eisenhower dès qu'il a été élu président des États-Unis. Cette commission a encore renforcé les pouvoirs du département de la Défense, ce qui était quelque chose, mais surtout, tous ceux qui faisaient partie de cette commission avaient été, à un moment ou à un autre, en contact avec le phénomène qui nous intéresse, y compris un officier qui n'était pas directement membre de la commission, mais qui était conseiller de cette commission. Il s'agissait du général Marshall. Donc, on peut dire qu'il n'y avait pas une coïncidence. Et puis, par la suite, l'industrie américaine s'est lancée comme par hasard, l'industrie aéronautique s'est lancée comme par hasard dans des études sur l'antigravitation. Bon, il est vrai qu'il y avait certainement une relation de cause à effet. Et il est vrai que les puissants de ce monde ne peuvent pas se permettre d'ignorer la situation. Gilles Dabordé ? Oui, je suis d'accord une fois de plus. Nous avons des vues tout à fait parallèles sur le sujet. Et il est manifeste que le sujet n'est pas du tout traité à la légère et que dans les hautes sphères... Bon, moi j'ai recueilli quelques avis privés que je ne peux pas citer, mais qui confirment ça absolument. Je pense à un cas précis, je ne peux pas le citer parce que c'est une ancienne personnalité politique qui a été rencontrée par des amis à moi aux États-Unis. Oui, mais il y a quand même... Alors, il y en a qui parlent. Gorbatchev a parlé. Voilà, et pour les États-Unis, on peut citer quand même un certain nombre de gens. Carter Par a exemple, parlé. oui, Carter avait fait un ovni. Il a dit qu'il ferait enquêter sur les ovnis s'il était élu président. Il Oui, a été élu été... et après ça, plus un mot. Plus rien. On est d'accord. Mais quand même, les phrases sont là. Mais il y a des témoignages. Par exemple, Barry Goldwater, ou alors d'autres. Par exemple, beaucoup plus récemment, l'un des astronomes les plus connus aux États-Unis, qui est allé sur la Lune, l'astronaute Edgar Mitchell, docteur en physique, aéronautique et spatiale, s'il vous plaît, a témoigné depuis 1998, et il le répète, que des gens qu'il connaît, qui sont très au fait des secrets aux États-Unis, lui ont confirmé, par exemple, le crash de Roswell et les études qui ont suivi. C'est là où il y a quand même un point d'interrogation. Des présidents sont au courant. On dit même que Eisenhower aurait été contacté. Gilles Dasbourdé, vous connaissez bien cette histoire du dépiotage à Roswell pour noyer le poisson, si j'ose dire. Dans l'autopsie, je suis pratiquement certain que c'est un coup qui a été mené de main de maître par les services secrets américains pour torpiller Roswell. Ben oui. Jean-Gabriel Grenet. En ce qui concerne cette autopsie, un monsieur qui était là il n'y a pas longtemps, je peux citer son nom, c'est Jean-Luc Rivera. Jean-Luc Rivera m'avait prévenu plus d'1 an
avant l'apparition de cette autopsie et de ce cadavre bizarre, que les services américains préparaient quelque chose pour éviter que la conclusion du GAO, du General Accounting Office, ait le moindre impact. Les Américains étaient en train de prévoir quelque chose et ils m'avaient prévenu. Si bien que quand je me suis retrouvé avec Jimmy Dieu, qui était loin aussi d'être un naïf, quand nous nous sommes retrouvés à Londres ensemble et que nous avons vu la façon dont les choses procédaient, nous étions déjà prévenus, nous n'avons pas été étonnés du tout. Et à aucun moment nous n'avons été persuadés de la réalité du film. Donc je reviens à votre hypothèse, Gilles Bourdet, tout cela est soigneusement orchestré, programmé, mais par qui? Là aussi, ça n'est probablement pas simple parce qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'il y a des services qui sont en compétition, des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas toujours d'accord. Il y en a qui poussent et d'autres qui freinent. Donc là aussi, c'est une situation très, très complexe, probablement. C'est une question d'intérêt, de pouvoir. C'est comme dans le domaine politique, on vient de voir même le gouvernement américain qui était soi-disant monocolore de droite. Vous avez vu que Powell n'était pas tellement d'accord et puis qu'il a quitté ses fonctions. Merci à tous. Radio Ici et Maintenant 95.2.